everybody, it's Bea. Tonight I'm with a special guest, a musician from New Orleans. We are here in this beautiful city of New Orleans, and his name is Adonis Rose. Hello, Adonis. Nice to meet you. Nice to meet you. I want to know a lot of things about musician. I know you were born here in New Orleans. Can you explain when you were young, what was your passion and what you did to learn the music, to live in New Orleans, and to be a professional musician today? Well, it's very interesting. My story is very similar to a lot of musicians who are from New Orleans. My grandfather was a drummer. Okay. And my father is a drummer. He plays with the Treme Brass Band now. Oh. And so I'm a drummer. So I really didn't have much of a choice on whether or not I was going to be a musician or not. It's a family thing. It's a family thing. And that's pretty common in New Orleans. There are a lot of musical families here in New Orleans. So I grew up, I started to play the drums maybe at about 3 or 4 years old, playing the snare drum, playing in the marching bands, and then eventually going to the New Orleans Center for Creative Arts, which is a really great high school here for the arts. Which is Yeah, I heard NOCA. about it. So I went there, graduated from there. But New Orleans it's a musical and artistic city. So a lot of great things going on, brass bands. A lot of young people playing brass bands and keeping that tradition alive. If it's not the music and the food, it's just family. So you put the combination together, and then you have music, art, food, which is all the same to us. But tell me, things happen because you did a school, or you can have connection there because that's the mood of the city, and perhaps you play somewhere and meet people and learn like that, or it's the mix of the different things here in New Orleans? I think different people have different experiences. So some people just learn how to play on the streets, and that's their experience. So they just start out, playing a trombone. They may have learned it in school, but just on a small level, playing a school band, and then they start a brass band and learn by ear. Oh. And then other people like myself and other artists from here like Nicholas Payton and Harry Connick and Wynton Marsalis, we started out playing that way, but then we also went to school and we got educated. We did the theoretical side of it and learned from that side of things. So I think having a combination of both gives you an advantage. I think being able to learn and play by ear and be able to be a street musician gives you a certain type of just natural ability and talent to be able to pick up on things. But then you need to go and then you need to learn the reason why those things are happening and how they work. So being an educated understand the sound, the music, and the way to play. Exactly. So just being a hybrid of the two, being a street musician and being an educated musician that went to school formally, I think gives you an advantage. So if you can have both. So I did both. I played on the streets, I played at home, and then I went to school and learned how to do it. And you are the part of the identity of New Orleans. You name the Marsalis family. That's the identity of the city, and you are a part of that. So after growing in New Orleans and learn to play, you travel. And you travel internationally to play, and you represent your city because when people come here, they want to listen some jazz music. They want to go to certain places to hear some music. How it works and how you see these kind of things. Well, I started out playing in nightclubs while I was in high school. So I played in nightclubs around the city, and when I was in my senior year of high school, I was asked to go on the road with Terrence Blanchard, who's a great trumpeter from New Orleans. So I started touring professionally when I was 17. Okay. The summer before I went to college. So I went to Berklee College of Music in Boston. So I toured with Terrence Blanchard that summer, and then I started school. But just having that experience, I worked all of the nightclubs, the festivals, and in New Orleans, it's a special place. It's unlike many places in America, because you can be 16 or 17 and you can play in a nightclub.
Oh, they let you play in the nightclub even They if just you don't let you drink alcohol. Okay. Yes, But they yes. let you play. They'll let you play, yeah. They'll let you play. Okay, and we know that at a moment it was a hard time for New Orleans because there was the Katrina storms and it was complicated after the time of Katrina because a lot of people left the city. How it was for a musician because the musician should probably leave the city did they come after the Katrina or come back or? Well, Katrina it was complicated because the storm was projected to go towards Florida and not really come here. It was projected to go to the Florida Panhandle, but about 2 days before we got the warning to leave town. So I left town the day before the hurricane came, and I was only expecting to leave like most New Orleanians. We expected to only be gone for a couple of days and come back home after the storm was over. Well, that didn't happen. The storm came, it demolished the city. I ended up being gone for 10 years. I went to Dallas and ended up staying there. But at the time, I was playing with Harry Connick Jr. I was playing in his band. And I was on the road touring with him. But a lot of musicians were displaced all over the country, Dallas, Houston, Atlanta, New York, even Utah. I mean, musicians were all over the country when the storm came, and the government declared martial law. The military declared martial law over New Orleans and shut the city down, so we could not come back. Yeah, there was no running water, there was no electricity, there was really nothing here. So, so everybody had to leave, and then we had to rebuild. So musicians did come back, and now we have a vibrant musical community. The first thing to open was the restaurants, and downtown open. And then actually, Branford Marsalis and Harry Connick, who I was working with at the time, they were working with the Habitat for Humanity on a program to build homes for musicians to be able to come back. The problem was musicians didn't have places to live, so they couldn't come back. So they worked with the Habitat for Humanity, and they built hundreds of homes in the Ninth Ward area in New Orleans. That's still here now, and musicians live there. It's called a musicians' village. Musicians were able to come back and have housing and homes that were affordable, and that's how we got the music scene happening in New Orleans after Katrina. Oh yeah, so now musicians can come back and came 5-10 years after Katrina. That's right. Yeah. Adonis, you know that the French presence is visible here. You have the name of the streets sometime in France. You have the French market. You have a French festival. So yeah, the French presence is here. I heard you working with some French musicians, right? Can you talk about that and how you made this kind of connection? Is it musician coming in New Orleans and you do the connection, or this is a different way to meet the French people? Well, yeah, we have a lot of similarities. We wouldn't be here if it wasn't for France. So thank you, France. Yeah, I've had the pleasure of going to France and visiting and performing for years. I've done the clubs, I've done New Morning a million times, Olympia, we talked about that. Marseille, I've done a festival there a lot of times, and I've toured all over France. But I am the artistic director of the New Orleans Jazz Orchestra, and we're recording a new CD, if we can call it CD now, and we're working with a French artist who just moved to New Orleans. Her name is Cyril Amy. So she moved to New Orleans about 2 years ago. And she's doing really well. She's phenomenal. She's a great vocalist, great singer. Yeah, I heard she's doing a lot of onomatopoeia and things like that. Yes. And we're doing some interesting things on the record. We're doing Petit Fleur. We're doing C'est tout, c'est vrai. We're doing some great. We're connecting the dots between France and New Orleans on this record, pretty much. But she's amazing, and I've also worked with Dee Dee Bridgewater, who was on. She did a record with us 2 recordings ago, and we toured with Dee Dee for
2 or 3 years. Yeah. And she's a good friend. And she moved to New Orleans about 3.5 years ago. So she's here also, and she's amazing. And yeah. A lot of experience with working with French artists. Cool. Yeah. Adonis, you know that in New Orleans, in this beautiful city, there is a special mood, the mood of the jazz musician, associated to the story of the jazz. How do you think this mood is created and linked with the story of the jazz musician? So jazz was created in New Orleans by the African slaves. And there's a connection with Europe. European music also played a part in influencing jazz, not only harmonically and melodically, but the slaves used the European instruments to be able to learn how to play, because the only way the slaves could communicate was by using drums and instruments. So they were allowed to do that. So Congo Square was a place where it happened. And they borrowed the instruments that were left behind by the military marching bands. And they actually, the first form of jazz, the first jazz band was a brass band. Yeah. The brass band was actually modeled after Philip Sousa's band, who was had a military band. So when you trace the New Orleans second line back far enough, you get back to John Philip Sousa's band. And that's a very interesting story, and we can talk about that all night. But the mood of New Orleans and the spirit and soul of New Orleans would be jazz. I mean, it's just pretty clear that that's what it is. But that's the thing. That's our contribution to American music. All American music came out of jazz. And that's our contribution to the world. That's why a lot of people coming from other countries are very interesting about the second lines, because they look for something very authentic, linked with the story of the city and the jazz. And so you agree that we can find that in the second lines happening in the city? Oh, absolutely. It's everywhere. I would say the tradition now is probably more alive than I've ever seen it ever before, because after Katrina there was a resurgence of musicians trying to come back. And high school students, instead of going to get a job at Burger King or washing a car or doing those kind of jobs, in New Orleans it's pretty common for kids to just grab instruments and start a brass band. Oh, yeah. There's brass bands all over the place. If you stand on Canal Street in Bourbon, there's usually a brass band just playing there. There's a whole season, just second line season, that just ended. Every Sunday, you can go and see a brass band playing anywhere in the city, and there's like hundreds of thousands of people just following these bands. But the tradition is alive and well. Trombone Shorty actually has a foundation, and they teach kids how to play brass band music just to keep the tradition alive. But it's alive and well in New Orleans. So here in New Orleans, there is the Jazz Heritage Festival each year in April. A lot of jazz musicians are invited. Can you explain us how it is and what's going on during these moments in New Orleans? Yeah, the Jazz and Heritage Festival here is, first of all, is one of the biggest festivals in the world. They bring in about 800,000 to 900,000 people over 2 weekends. So it's huge. It was a festival that was started by the godfather of outdoor festivals, George Wein, who you may know started the Newport Festival and did the JPC festivals and Playboy and all of those festivals, where he founded and started the New Orleans Jazz and Heritage Festival. The festival is about to enter its 50-year anniversary, I think, this year. And I've been playing the festival so long. I've been playing the festival since I've been playing music professionally, since I was in high school. And I usually play it every year. I played last year, we're playing it this year, but it's amazing. It's a festival that really demonstrates the cultural richness of the city. And it's really that's why they call it the Heritage Festival. Instead of just a music festival, you can see creative arts, you can see a lot of food. The food is amazing there. You can see arts, crafts, and it's very diverse just in terms of the offerings musically. So you can go and you can see the Rolling Stones, or you can see Stevie Wonder, or you can see the New Orleans Jazz Orchestra, or you could see Ellis Marsalis, or you can see Mick Jagger, I think. Mick Jagger. You can see brass bands marching all around the festival all the time. But blues, rock,
New Orleans funk, the Meters play, jazz. So it's huge. It's a very diverse festival, probably the most diverse festival in the world, and just very important to this community and showing people what we have to offer as a city to people who come to visit from around the world. Yeah, because you are the city of the jazz, so Yeah. you hosted the world jazz musician at this moment and at Yes. this time. Yes. Yeah. My next question is about the carnival, because when you talk about New Orleans, you talk about the Mardi Gras and the carnival. Yeah. What is the link with the music and the carnival and the jazz, particularly with the carnival? It's very interesting because Mardi Gras and the carnival and the way we do it here is really based around the Greek gods. So you have, Endymion and Bacchus and Zeus Like and you, Adonis. Adonis you is have a exactly. So you have all of these parades based around the Greek gods, but it's in New Orleans. So you cannot do any kind of party on the streets without having all of it. It's just like the festival, except Mardi Gras it's held on the streets. It's multicultural, it's diverse. And you get an opportunity when you come to visit New Orleans to see everything that we have to offer. So you see all of the decorative floats, you see all of the crews, you have the crew of Zulu, you have the crew of Rex, and you have marching bands, which to me, the marching bands are really the foundation of building a music community around here. So you see all of the marching bands from the high schools and the colleges. You see brass bands out there. You see floats with jazz bands playing. Yeah. So the music is actually I go to Mardi Gras more for the music than I go for the floats and the throws. Yeah, that's what I saw during the carnival. There is a lot of musicians, the school, the bands, and they're playing in the street, brass band. Well, yeah, the music is a huge part of Mardi Gras, and without the music, you probably wouldn't have as many people come to see the parades and be a part of carnival. Yeah, without music, no carnival and no Mardi Gras. I would not go without it. It was a pleasure to have you and to talk about you, about the music and specifically the jazz music here in New Orleans. You are a part of the identity of this city. It was a pleasure. Thank you, Adonis. I appreciate you coming. Bonjour à tous, c'est Béa et aujourd'hui je suis à Orléans avec Charles Toberman. Bonjour. Charles est musicien, il est aussi professeur de musique et très apprécié par ses élèves qui l'appellent Monsieur Toberman. Charles, bonjour, bienvenue. Aujourd'hui on va parler de musique en France mais aussi à la Nouvelle-Orléans à travers les liens que vous avez puisque vous êtes français mais aussi américain et vous avez été américain avant d'être français. Oui. Longtemps avant, au fait. Mais, et ça s'entend, je suis sûr. Mais je suis arrivé en France initialement pour faire une partie de mes études à Paris. Et puis après, je suis rentré aux États-Unis où j'ai rencontré ma femme, qui est française. Et on s'est mariés. Et on a habité à Boston pendant 7 ans. Et puis, elle voulait revenir en France et on a cherché du travail. On a trouvé tous les deux du travail à Paris. Donc, on a vécu à Paris un certain nombre d'années. On travaillait tous les deux dans l'informatique à l'époque, même si mes études initiales étaient des études de musique. Et puis, au début des années 2000, moi, j'avais envie de fusionner un peu mes métiers et de mettre mes connaissances informatiques et en musique au service de la pédagogie. Donc, sans comprendre du tout ce que c'était, j'ai entamé l'agrégation de musique, qui était, je pense, la chose la plus difficile que j'ai fait dans ma vie, et que j'étais admis. Et puis j'ai enseigné la musique en collège, j'ai enseigné le cinéma, parce que j'avais travaillé aussi dans le milieu du cinéma avant, au lycée Potier ici à Orléans. Et puis j'ai enseigné la musique au lycée Jean Zay d'Orléans, où j'ai essayé
D'abord, je voulais partager tout ce que je sais sur la musique, qui est ma grande passion de ma vie. Et je voulais aussi partager en particulier la musique avec laquelle j'ai grandi aux États-Unis, qui est le rock des années 60 et le blues de Chicago et du jazz, etc. Et j'ai trouvé parmi les adolescents musiciens français ici à Orléans un public qui était très preneur de ça. Et nous avons fait des projets formidables, j'ose dire, avec la scène nationale ici, avec l'Astrolabe, avec les artistes d'ici et d'ailleurs. Et ça m'a permis aussi de connaître beaucoup de monde dans le milieu du spectacle et de la musique à Orléans. Et franchement, c'était extrêmement satisfaisant de travailler avec les gens, les jeunes. Ça serait peut-être exagéré que dire tout à l'éducation nationale est très compréhensible pour quelqu'un qui a grandi aux États-Unis dans les années 60, mais j'ai toujours essayé de garder un peu l'esprit de mon lycée expérimental aux États-Unis au sein du système français. Alors je vais parler de ça justement parce que c'est ce qui a fait que vous êtes devenu un peu le professeur star, professeur de musique, puisque dans l'esprit de beaucoup de trentenaires ou quarantenaires, l'idée du cours de musique de l'époque, c'est la flûte à bec. Et puis le cours un peu ennuyeux, hein, il faut le dire, où on apprend un petit morceau de flûte à bec. La preuve, quand il y a des publicités humoristiques et même des fois officielles sur le confinement, on montre en fait une jeune fille qui a sa flûte à bec et qui va améliorer donc son niveau de flûte à bec. Donc ça, c'est très ancré en fait dans l'association entre le prof de musique français et l'instrument et ce qu'on peut y apprendre. Et vous, c'est totalement autre chose, puisque ce que moi j'ai découvert, c'était déjà un niveau de compétences assez élevées par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, un travail pédagogique sur la durée. Donc j'ai vu des jeunes qui appréciaient la musique, s'investissaient dans un projet de longue durée, et puis après le fait aussi de se produire dans un cadre professionnel pour arriver à un résultat semi-professionnel, en tout cas d'un très bon niveau pour des jeunes qui ne s'étaient peut-être pas destinés à ça à l'origine, mais qui sont très motivés et qui obtiennent des résultats qui sont plus que satisfaisants. Comment vous réussissez à faire ça alors que c'était peut-être pas l'objectif ou en tout cas la mission de départ, même si vous aviez envie? En fait, je crois que plusieurs choses. D'abord, ils ont tout de suite compris que j'allais au fond et que tout ce que je faisais était sincère. Et donc, je n'avais pas à leur ordonner à faire des choses parce qu'ils avaient compris juste que moi je faisais, que je travaillais beaucoup et que je faisais tout pour le projet, où ils ont fait aussi. Et je pense qu'une chose qu'ils ont appris, ces jeunes, qui deviennent musiciens ou pas, après, c'est sans importance. Mais ils ont appris à se consacrer à un projet sur toute l'année et de faire tout ce qu'il faut faire. On a répété pendant les vacances scolaires, on a répété le week-end, on a fait des choses que je pensais initialement ça serait impossible, que les parents n'accepteraient pas qu'on répète un jour férié, mais si. Et les jeunes l'ont fait parce qu'il fallait, mais je suis certain que dans 30 ou 40 ans, ils auront des souvenirs de ça, de leur concert à l'Astrolabe. Ils auraient oublié le sujet du bac de philosophie et
ils vont avoir des souvenirs de leur concert, comme vous dites, dans un contexte professionnel. Ça valorise beaucoup. Effectivement, quand on est public, c'est ce qu'on retient aussi, c'est-à-dire qu'on on s'attend pas en fait à un résultat et une symbiose aussi vive et aussi présente, et c'est ce qui fait, je pense, le fait que tout le monde vous plébiscite sur ce sujet, et qu'effectivement vous soyez connu comme Monsieur Toberman, voilà, le super prof qu'on a envie de voir dans une série télévisée, qui réalise avec ses élèves de super projets, et ça c'est super. Est-ce que vous avez réussi à faire la symbiose entre la vivacité de création américaine et puis celle française, mais qui se présente d'une manière un peu différente, et à faire un mix de tout ça? Je pense, mais c'était à inventer sur le terrain. Quand je suis arrivé pour la première fois dans la salle de musique, rien de ça n'était préparé. Je pense réellement, j'étais très exigeant avec des élèves, mais ils voyaient que j'étais aussi très exigeant avec moi-même. Et ça change tout. Ils comprennent tout de suite ça. Donc, avant d'être professeur, vous êtes aussi musicien. Vous enseignez la musique, mais vous avez été vous-même musicien, et vous êtes produit dans différents endroits. Racontez-nous ça. J'ai un parcours qui est un peu atypique parce que j'ai poursuivi plusieurs types de musique. À la fois, j'ai grandi dans le Middle West des États-Unis. J'ai joué dans les groupes de rock à partir de la fin des années 60. On était mordus par ça. Et je voulais devenir professionnel de ce monde-là. Et puis, j'ai déménagé à Los Angeles avec ma copine. Et à l'insistance de mes parents, je me suis inscrit quand même à la fac. Et j'ai découvert les quatuors à cordes de Beethoven. Et c'était un tournant de ma vie. Et après, j'ai étudié pendant 10 ans, à peu près, 10 ans, la musique classique. J'ai étudié piano, direction d'orchestre, composition et histoire de la musique. Et à la fin de ça, j'ai trouvé que gagner sa vie en tant que musicien, d'abord, je voulais être chef d'orchestre. C'est quasi impossible de trouver un poste pour chaque poste. Pour le moindre poste, il y a 200 candidats, tous très qualifiés, etc. Alors, j'ai fait une deuxième série d'études dans l'informatique, et c'était juste au moment du début de l'informatique musicale. Donc, j'ai pu travailler dans ce monde-là. La MAO, donc. La MAO, exactement, les logiciels d'enregistrement et de notation de musique, etc. Mais tout au début, au milieu des années 80. Après, j'ai travaillé chez Apple, etc., etc. Dans tout ce temps, moi, j'ai poursuivi plusieurs types de musique. En fait, je suis, si on peut dire, entre guillemets, expert dans l'évolution de Beethoven, mais j'adore prendre la guitare électrique et jouer du blues très cru de Chicago, etc. Donc, j'étais toujours intéressé par plusieurs aspects, mais pendant longtemps, c'était plus ou moins séparé, parce que je vais dire quand même, en France, c'est assez cloisonné, oui. Il y a des gens qui font musique classique et jazz, par exemple, ça existe, mais c'est pas très commun. Donc, les gens avec qui j'étais dans le milieu de la musique classique, ils ignoraient à peu près que je jouais dans un groupe de rock. Et inversement. Oui, c'était moins le cas. Les autres étaient au courant de ce que je faisais dans la musique classique. Mais ça, c'était une clé de ce que je faisais avec les élèves.
un de mes objectifs était de casser ces barrières ridicules entre les types de musique. Alors oui, parlons-en un peu de ce système qui existe ici en France, puisque quand on veut apprendre la musique, en général, on est aiguillé vers une filière plutôt classique à travers le conservatoire. Et ça n'est qu'à la fin en fait, du conservatoire, souvent, qu'on peut s'exprimer un peu différemment et choisir peut-être une autre filière, mais du coup, en étant un petit peu formaté par une méthode qui correspond plus au domaine classique, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais c'est vrai que les écoles de musique un peu différentes sont souvent indépendantes et ne sont pas si nombreuses que ça. Et puis, le système d'éducation nationale et de pédagogie sur la musique, c'est un peu ouvert depuis à d'autres musiques, mais pendant très longtemps, il était resté assez formel. Et on a l'impression que les dernières générations, dans ce qu'ils veulent apprendre, effectivement, ils sont beaucoup plus ouverts eux-mêmes à différents types de musique. Ils peuvent avoir, à un moment donné, être en contact avec de la musique classique, et puis aussi être en contact avec des musiques actuelles. Donc il y a une demande de ça, de ce décloisonnement en fait de ça. Je pense que c'est nécessaire et je pense que ça fait partie du monde qu'on habite. En fait, en réalité, toute la musique est disponible à tout moment. Il n'y a pas de raison pour rester sur un type de musique et pas l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout aimer, parce que c'est pas vrai. Et aussi, il faut admettre, en même temps, il faut être réaliste. Pour être concertiste au violon, etc., il faut faire que ça, essentiellement. Mais en même temps, je pense, par exemple, dans le passé, les grands compositeurs classiques étaient aussi les plus grands improvisateurs de leur époque. Beethoven et Bach et Mozart étaient comme nos très grands pianistes de jazz. Et ça s'est bifurqué vers la fin du 19e siècle, mais il n'y a pas de raison pour ça. Ça n'a pas réellement de sens historique. Voilà. Alors, autre point qui ouvre aussi et qui mélange un petit peu les mondes, vous en avez parlé, celui de l'informatique et de la programmation. Apple, justement, chez qui vous avez travaillé, était un des précurseurs dans les années 80 sur le développement des logiciels de musique qui ont beaucoup évolué, avec un environnement Apple qui était propice à ça et des éditeurs de logiciels annexes qui ont beaucoup travaillé avec Apple pour produire un certain nombre de produits. Donc, est-ce que ça aussi, ça aide? Et aujourd'hui, par rapport à ce que vous faites aujourd'hui, en fait, moi je pense que ça c'est la musique du 21e siècle. Le piano ne va pas disparaître, mais on peut faire des choses absolument incroyables. Et moi j'étais plein dedans dans les années 80 et dans les années 90. Et maintenant, je me remets à ça. Je suis de nouveau intéressé à ça. Mais ça avançait tellement. En fait, moi, j'avais des élèves qui étaient plus avancés que moi maintenant, parce que tout a changé depuis. Mais c'est absolument formidable ce qu'on peut faire. On n'a pas encore résolu le problème de comment rémunérer les créateurs pour le moment. Ça, c'est le grand problème que la génération de mes élèves va devoir affronter. Mais ça, c'est leur problème maintenant. Moi, j'ai essayé. Maintenant, c'est pour eux. Alors justement, en parlant de musiciens qui se produisent, il y a un projet sur lequel vous avez travaillé en dehors de cet environnement pédagogique et de vos élèves. C'est votre projet à vous, et notamment un groupe en lien avec la Nouvelle-Orléans et des musiciens de la Nouvelle-Orléans. Oui, en fait, le groupe s'appelle Outer Park et c'est le nom d'une rue dans la ville où on a grandi. Et l'histoire
est un peu, c'est encore quelque chose d'atypique que avec toi, des musiciens de groupe, moi et deux autres, on a joué notre premier concert dans notre premier groupe de rock ensemble en 68. Et moi, j'habite ici, il y a un qui habite à Atlanta et l'autre qui est vraiment un très, très grand musicien de jazz à la Nouvelle-Orléans, James Singleton. Et on s'est dit quand même, en 2018, ça va faire 50 ans que de notre concert, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc on a décidé d'aller à la Nouvelle-Orléans et d'enregistrer un disque. Ce qu'on avait fait, mais franchement, on ne savait pas qu'est-ce que ça allait donner. On n'avait pas joué ensemble depuis 40 ans. Et on ne savait pas trop. Et on a trouvé une chanteuse beaucoup plus jeune que nous, de notre génération donc, d'Atlanta, qui a amené plein d'idées nouvelles. Et on avait la grande chance d'avoir un grand musicien qui était aussi mon voisin ici à Orléans pendant quelques années, Jason Marsalis, à la batterie. Il était ici pendant 2 ans et on est devenus amis. Ils habitaient pas très loin de moi. Il est venu jouer plusieurs fois avec mes élèves, très gentiment. Et puis quand il a retourné à la Nouvelle-Orléans et on pensait faire un disque, je l'ai contacté et je demandais s'il serait intéressant de jouer. Et il a dit oui. Et donc, nous avons enregistré le CD en 2 jours, dans des conditions plus ou moins de live, c'est-à-dire tout le monde jouait en même temps. On était dans des pièces séparées pour isoler le son, etc. Mais tout le monde jouait comme si c'était un concert. Et on avait enregistré 16 ou 17 titres, mais des styles très, très différents par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Il y a du blues, il y a du jazz, il y a du rock, il y a plein de choses. Et on ne savait pas. On savait que ça allait être vraiment intéressant et convivial sur le plan social et amical, etc., les retrouvailles, etc. Mais musicalement, on était très, très contents des résultats. Donc, on avait fait ce disque et on avait enregistré un deuxième, toujours avec Jason, en octobre, qui va sortir. Je devais être à la Nouvelle-Orléans maintenant pour le mixage, mais avec la pandémie, c'est pas possible, donc ça sera pour un peu plus tard. Mais normalement, ça va sortir en 2020. Donc du coup, ça a donné ce projet-là. Et j'ai une question par rapport à ça, parce que vous n'êtes pas vus depuis 50 ans. Il y a des pointures du jazz, des pointures en termes de musiciens, James Singleton, Jason Marsalis. Comment ça se passe? Parce que vous n'avez pas travaillé ensemble depuis très longtemps, vous arrivez en studio à la Nouvelle-Orléans. Alors, bon, on sait que vous êtes américain, que vous êtes musicien, mais quand même, il y a de la pression, il y a une interrogation sur le résultat. Comment ça se passe? Ben, je vous explique. En fait, le guitariste Patrick Noonan et moi, on préparait pas mal en amont des titres, on suggérait des titres, etc., etc. Après, on a trouvé Chelsea, la chanteuse, et moi, je suis allé à Atlanta. On a répété tous les 3 avec elle, mais vraiment juste pour apprendre les bases des morceaux. Et puis, on est arrivé à la Nouvelle-Orléans. On avait travaillé une journée avec James Singleton. Et puis, on s'est retrouvés au studio. Et Jason arrive. Mais Jason et James avaient joué ensemble. Moi, j'avais joué avec Patrick et James, etc., etc.
Mais Patrick et Jason et Chelsea et Jason, ils se connaissaient pas. Ils se sont rencontrés le matin. Mais voilà, déjà, j'ai eu cette expérience dans d'autres contextes de projet où parfois j'étais en Asie centrale à travailler avec des musiciens où on ne pouvait pas avoir une conversation parce qu'on n'avait pas de langue en commun, mais on pouvait faire de la musique ensemble. Et on avait un interprète, et le deuxième jour, on a dit à l'interprète, vous n'avez pas besoin de venir, parce qu'on n'avait pas besoin de parler. Donc, c'est un peu ça, mais aussi, il faut dire que James et Jason sont des musiciens incroyables. Leur niveau est incroyable. Et ils travaillent dans un milieu, le milieu du jazz, où la plupart des concerts se font sans répétition. Dans les clubs de la Nouvelle-Orléans, ils ne répètent pas, ils vont jouer. Donc, ils étaient extrêmement rapides à apprendre et ils avaient des idées. Et voilà, mais je pense aussi que nous avons eu quand même de la chance qu'a fait la sauce a prise dès le début. Et dès qu'on avait vu ce qu'on a pu faire en 2 jours, on a dit, mais il faut refaire ça, il faut faire un disque par an. Donc, on verra si ça c'est possible. Et donc, Jason Marsalis, de la famille Marsalis, était votre voisin pendant un petit moment ici. Pendant 2 ans, voilà. En fait. Et en réalité, c'est un peu drôle, parce que c'était à la rentrée de septembre. J'arrive à l'école et des gens me disaient « Oh Charles, tu sais, il y a un autre musicien américain qui vient de s'installer à Orléans. » Ah bon? Comment il s'appelle? Ils ont dit « Marsalis. » Non, c'est pas possible. Moi, je ne connaissais pas Jason, mais je connais pas personnellement. Tout le monde connaît la bien famille. Évidemment les grands frères. Wynton Marsalis, J'ai dit, mais notamment. oui, Wynton et Branford. J'ai dit, Wynton Marsalis ne s'est pas installé à Orléans, je pense. Mais effectivement, j'ai lu dans le journal qu'il s'agissait de Jason, et puis j'ai rencontré sa femme Kea, parce qu'il y a des heures de conversation en anglais au lycée Jean-Zay, elle venait à ça. Donc on a sympathisé très vite. J'ai dit qu'il est venu jouer avec mes élèves. Et c'était une année où j'avais vraiment des très bons élèves en improvisation de jazz. Mais ça aussi, je pense que c'est drôle. J'ai pas dit qui c'était, parce que je voulais pas qu'il panique. Donc j'ai dit, ça c'est Jason, il va jouer avec nous aujourd'hui. Et on a joué, mais c'était magnifique. Merveilleux. On a joué un morceau qui a duré 45 minutes. Et c'était fabuleux. Et après, quand il était parti, j'ai dit, vous savez qui c'est? C'est le petit frère de Wynton Marsalis. Oh, heureusement, vous ne l'avez pas dit. Génial. Voilà. Donc, c'est à cause de ça que... Mais au fait, en réalité, Jason, qui est un des meilleurs batteurs du monde, sans question, mais il a toujours travaillé, surtout dans le milieu du jazz. Ça, je suis sûr que c'est la première fois qu'il a joué une chanson de country. Mais il a adoré, et il a assuré aussi. Hein, si on parle un peu du style musical en fait du projet, effectivement, on passe du style un peu country à quelque chose d'un peu plus folk, à un peu plus jazz, même ça tire vers le blues. Oui, absolument. Parce que tout ça, c'était des influences qu'on a grandi. Et je pense qu'à cette époque-là, des choses étaient moins... cloisonnées? Oui, ils étaient moins cloisonnés. Et on ne savait pas qu'il ne fallait pas écouter de la country et puis de la musique psychédélique britannique juste après. Et on ne savait pas qu'on ne pouvait pas mélanger jazz et
et rock, etc., etc. Et fort heureusement. Et justement, on voulait faire une grande diversité de morceaux et de styles, y compris, il y a un morceau qu'on avait joué dans ce fameux premier concert en 68, qui se retrouve et qui s'appelle Sunshine of Your Love. Le morceau numéro 5. Voilà. Ok. Eh bien, c'est le moment où on va parler un peu de la Nouvelle-Orléans, puisque ce projet a été enregistré dans un studio à la Nouvelle-Orléans avec des musiciens, certains qui sont originaires de la Nouvelle-Orléans, notamment Jason Marsalis, dont la famille est illustrement connue là-bas, mais pas que d'ailleurs dans le monde entier, dans le domaine du jazz. Comment vous avez vécu cette expérience? Et puis surtout, c'est un moment un peu particulier actuellement pour les musiciens à la Nouvelle-Orléans, mais aussi partout dans le monde. C'est-à-dire qu'ils ont été, comme nous tous, confinés et qu'aujourd'hui, leur activité qui est de se produire dans des lieux n'est plus possible, alors que c'était quelque chose qui a duré dans le temps pendant de nombreuses années. Quel est votre point de vue là-dessus et comment vous voyez un petit peu les choses dans l'avenir? Écoutez, d'abord, pour parler très brièvement de la Nouvelle-Orléans, je pense que c'est une ville absolument unique dans le sens musical, où on peut entendre de la musique en direct dans une quinzaine ou une vingtaine de lieux différents tous les soirs de l'année, et avec une grande diversité. Bien évidemment, c'est une grande ville de jazz, mais pas que. Et il y a autre chose. Et ça fait vraiment partie de la vie là-bas. Et tout d'un coup, donc, avec la pandémie et les confinements et la fermeture des restaurants, des bars, des clubs, des lieux de concert, tout d'un coup, les musiciens qui jouent pour gagner leur vie sont tout de suite sans revenu du tout. En fait, vous prenez le cas, c'est le cas, je pense, de Jason qui jouait beaucoup et qui joue beaucoup, et aussi James Singleton qui me disait qu'il joue 6 ou 7 soirs par semaine depuis 40 ans. Alors vous passez de 6 ou 7 soirs par semaine à 0, c'est rude, quoi que soit la situation. Donc ils font plein de choses, ils font des événements en streaming ça va certainement évoluer, et techniquement pour le moment c'est pas top. Certaines choses vont certainement commencer à ouvrir, mais entre-temps, tout le monde du spectacle et du jazz et de la musique de la Nouvelle-Orléans est à l'arrêt. Et pour essayer d'aider les deux de notre projet qui vivent de ça, qui vivent de leurs concerts, nous avons fait un projet qui est à la fois musical et caritatif, c'est-à-dire on a sorti un CD de 2 titres. En fait, c'est virtuel, c'est numérique, c'est pas un CD physique. Mais on a sorti 2 titres. Un titre qui est un morceau écrit par James Singleton, et donc très, très ancré dans la vie musicale de la Nouvelle-Orléans. Et un morceau de l'album avant qui est le plus nouvelle-orléanais, je dirais, de ça. Et donc nous avons sorti ça sur un site qui s'appelle Bandcamp, où beaucoup de tout le milieu du spectacle l'utilise comme plateforme de diffusion. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a un prix minimum, c'est 10 € pour les 2 titres. En fait, c'est $10, mais à peu près 10 €, on va dire. Mais on peut payer 10 €, on peut
payer plus. Donc on peut faire une sorte de don en payant plus. Et j'étais très content de voir que dans les premiers jours de ce projet, il y avait des gens qui ont été très généreux. Et ça va réellement avoir un effet pour ces deux musiciens. Alors, on peut demander, mais pourquoi vous faites ça pour deux et pas mais parce qu'il y a des milliers de musiciens à la Nouvelle-Orléans et même ailleurs, même ici, etc. Tout le monde souffre. Oui, c'est vrai, mais nous sommes Outer Park, nous ne sommes pas les Rolling Stones. Donc, on ne peut pas traiter ce problème à l'échelle de toute la ville de Nouvelle-Orléans ou des États-Unis, etc. Mais on pensait que c'était quelque chose qu'on pouvait faire pour ces frères qui sont ces musiciens avec qui on travaille. Et j'espère bien qu'à la suite de ça, j'aurai l'occasion d'y retourner et de nouveau enregistrer à Esplanade Studios, qui est absolument fabuleux. Mais c'est fabuleux. C'est une ancienne église qui a été convertie en studio. Et c'est géré par un ingénieur son de top. Un Géorgien qui s'appelle Misha Kalikashvili, qui est un extrêmement drôle de type, mais super professionnel. Et j'espère que je vais les retrouver bientôt. On l'espère en effet pour nos amis néo-orléanais et tous ces musiciens qui sont là-bas à l'arrêt pour le moment, qui puissent vite reprendre le chemin des salles de concert, voilà, des lieux de divertissement et qui puissent redonner du plaisir parce que c'est aussi l'identité de cette ville musicale et pleine d'effervescence. Et donc c'est vrai que c'est un moment difficile, particulièrement pour eux. Ça pose aussi une question sur, et on le disait tout à l'heure, sur le devenir des productions musicales et de la manière d'écouter et d'acheter de la musique. En France, par exemple, suite à la pandémie du Covid, l'organisme qui s'appelle SACEM, qui verse les redevances des droits générés par les musiciens, a proposé une rémunération des diffusions en streaming qui est différente de celle qui existait jusqu'à maintenant. Et il y a eu toute une réflexion en fait avec le ministère de la Culture aussi ici en France sur ce qui peut se passer pour les musiciens et ces nouveaux types de diffusion. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Charles ? Je pense qu'il y a énormément de travail à faire. En fait, je vais essayer d'être synthétique, mais il y a 20 ans, l'industrie musicale, c'était surtout l'industrie du disque, et les concerts et les tournées étaient souvent, ils avaient pour objectif de promouvoir les disques. Après, il y avait les programmes comme Napster, etc. Il y avait l'effondrement de l'industrie du disque avec la possibilité de partager la musique gratuitement par Internet. Et il y avait quand même une aile de l'industrie qui allait bien, et c'était l'aspect concert et spectacle vivant. Effectivement. Et maintenant, avec le coronavirus, ça s'est arrêté net. Donc, il n'y a ni grand revenu des enregistrements, ni la possibilité de se produire en direct, en concert. Ça laisse quoi pour les artistes? En fait, en tant qu'utilisateur, moi je trouve que le streaming, c'est très bien. Moi j'ai un compte sur un des services de streaming et j'ai 75 millions de morceaux à disponibilité 24 heures par 24. Mais la réalité, c'est, si vous regardez les chiffres de l'industrie, c'est loin d'être ce que c'était avant, avec le CD. Mais c'est quand même, ça monte. Donc, c'est à cause d'être
un peu optimiste, mais quand vous regardez de près, qui en profite, c'est pas les artistes. Franchement, la réalité, c'est que il faut à peu près 700 écoutes d'une chanson pour s'offrir un café. Alors, si vous êtes parmi les artistes qui ont des milliards d'écoutes, vous gagnez beaucoup d'argent. Mais si vous avez des milliers ou des dizaines de milliers d'écoutes, c'est absolument pas pensable de vivre de ça. Donc, ça c'est à régler. Et puis c'est vrai que ça pose du coup la question aussi du style et de la qualité parce que effectivement il y a des types de musique dont le jazz fait partie ou la partie live et la partie concert et puisqu'il y a de l'improvisation est très importante et c'est ce que les gens aiment. Et donc du coup, il y a d'autres types de musique qui sont plus diffusées en radio et qui font peut-être plus partie des musiques actuelles urbaines, qui peuvent avoir énormément de likes, de vues parce que ils sont tendance pendant un moment. Sauf que après, les musiciens seraient peut-être tentés de modifier leur musique pour pouvoir avoir ce nombre de clics et de likes, même si la qualité ou l'authenticité n'est plus là, parce que sinon ils seraient plus rémunérés. Donc on va dire, on espère rapidement qu'ils retrouvent tous le chemin des salles de concert et des lieux de diffusion. Oui, absolument. Le problème de la rémunération des artistes, c'est encore à régler. C'est pas réglé. Mais je souhaite terminer sur une note plutôt optimiste. Mm-hmm. Il m'est arrivé de parcourir le monde. Et quand je suis allé dans les pays les plus pauvres du monde, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé des musiciens. J'ai jamais visité quelque part où il n'y avait pas de musiciens. Et donc, je sais que la musique va certainement survivre. Mais là, aujourd'hui, on est dans un virage qu'on n'a pas encore connaissance de la taille, franchement. Merci, Charles Merci beaucoup. de nous avoir raconté tout ça. Et puis, on sait que vous allez faire partie de ce fameux tournant et continuer à enchanter vos élèves par ce que vous faites. J'espère. Merci. Merci à vous. Thank you.